Bonjour, bonjour et bon réveil à tous. Merci d'être là en ce 3 décembre. Nous sommes lundi 3 décembre, un lundi qui s'annonce un peu ensoleillé du côté d'Alger. En tout cas, je l'ai senti grâce aux lueurs flamboyantes qui se dessinent sur le ciel d'Alger aujourd'hui. Le détail de la météo dans un petit moment après le bref sommaire qui va suivre, mesdames, messieurs. Mais bien sûr, au programme aujourd'hui, plusieurs thématiques. Nous allons commencer d'abord par les rubriques. La rubrique accessibilité aujourd'hui est placée sous le signe de la célébration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Et à cet effet, justement, c'est l'heure des constats. Donc, on fera un petit constat avec notamment la présidente de la Fédération nationale des associations des handicapés en Algérie, qui viendra justement témoigner un petit peu de l'évolution des droits des handicapés dans notre pays. Mustapha Boufoulah sera ou ne sera pas de la partie, on hésite encore à le dire. Le trafic est un peu dense à Alger aujourd'hui, mais bien sûr, une autre rubrique va se greffer un petit peu à la rubrique accessibilité pour parler des personnes en situation d'handicap. Il s'agit de la rubrique consacrée à l'environnement et orchestrée par Hamid Belkacem qui s'intéresse aujourd'hui aux incidences de la pollution sur certaines maladies respiratoires et aussi sur certains handicaps. On verra dans un moment le détail avec lui justement. Dans cette matinale, gros plan sur deux événements. Tout d'abord, le Festival international du cinéma d'Alger qui a ouvert ses portes justement au public il y a 2 jours. Occasion donc est donnée ce matin au public, aux téléspectateurs de la matinale de découvrir un petit peu les grandes lignes du programme de ce festival tant attendu et qui met en relief justement les talents des cinéastes engagés dans différentes luttes. Et puis voilà, donc nous verrons tout cela avec Monsieur Ahmed Bdjaoui, directeur artistique du festival. Et puis, deuxième événement à mettre en relief dans cette matinale, une initiative louable en faveur de la production nationale. Il s'agit du salon, justement, Intaj Bladi, un salon itinérant, d'où l'originalité de cet événement, dont les organisateurs seront parmi nous. Donc, première étape de ce salon qu'on peut aussi qualifier de caravane, puisqu'elle va sillonner l'ensemble du territoire et différentes wilayas. Donc, première escale à Sidi Bel Abbès et le détail dans un moment avec nos invités. N'oublions pas aujourd'hui également l'espace consacré aux news et aussi présenté par Nejma Harash. Je cale toujours sur le Harash. Et bien sûr, elle reçoit aujourd'hui le PDG de la filiale EMS, une filiale qui connaît un grand essor actuellement. Et bien sûr, nous verrons un petit peu le gros plan justement autour de cette activité, de cette filiale d'Algérie Post dans un petit moment tout de suite après le point météo. Voilà qui est dit par rapport à la mosaïque de cette matinale. Mesdames, Messieurs, merci encore de nous rejoindre. Et tout de suite, le point météo avec Amel Laribi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Amel. Bonjour Radia. Ça va? Ça va très bien. C'est vrai que le ciel est flamboyant. Oui. En général, dégagé. ça augure d'une belle journée. Et c'est le cas. Et c'est le cas à Alger. Inch'Allah. Ah, mais je ne sais pas si toutes les villes auront la même chance. Toutes les villes, nord et sud. En Algérie. En Algérie, bien sûr. Allez, donnez-nous tout le détail et les nouvelles du ciel, s'il vous plaît. Merci Radia. Merci. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura de la brume en ce début de matinée sur les régions de l'Est, puis le ciel deviendra dégagé à partiellement voilé sur le centre et l'Est du pays. Au sud, rien n'a signalé. Le soleil sera au rendez-vous sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord-Sahara, les Oasis, le Sahara central, l'extrême sud, le Gatassili, également le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, plutôt agréables pour la saison, plutôt douces, avec un maximum de 25 degrés du côté de Tlemcen, Relizane, Sidi Bel Abbès, 22 Alger, 24 à Oran, 20 degrés à Annaba et Tizi Ouzou, également Mascara, 19 Sétif, 17 degrés à Batna et Djelfa, 18 Al
Abayad. Au sud, 24 degrés, Béchar, Adrar, également Insalah, 20 degrés, Abiskra, 21, Gardaya, Hassim Soulag, Laïlizi, 23, Tamanrasset, Janet, 26 à Tindouf et enfin 30 degrés le maximum, Borj Bedi Mokhtar et In Gazam. On va faire un petit voyage cette fois-ci du côté du Moyen-Orient. Le ciel restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Amman, également Damas, Le Caire, Bagdad, Riyad, Masqat. Ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie. Côté température, eh bien, on relèvera 17 degrés à Damas, 19 à Amman, également Bagdad, 22 au Koweït, 31 degrés à Jeddah, 27 à Abu Dhabi, 28 à Masqat, 24 à Sanaa. Et enfin, 34 degrés le maximum, cette fois-ci à Khartoum. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Merci beaucoup. Donc, mesdames, messieurs, prochain point d'actualité midi. Mais avant, voici tout de suite un flash info signé Nejma Hersh. Bonjour Adia, bonjour à tous. Dans l'actualité, le prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense d'Arabie Saoudite, l'émir Mohammed Ben Salman, a entamé hier une visite officielle de 2 jours en Algérie à la tête d'une délégation de haut niveau. L'émir Mohammed Ben Salman a été accueilli, comme vous le voyez, à l'aéroport Houari Boumediene par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations privilégiées entre les deux pays et peuples frères et permettra par là même de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale et de concrétiser des projets de partenariat et d'investissement en ouvrant de nouvelles perspectives aux hommes d'affaires en vue d'augmenter le volume d'échanges commerciaux et d'élargir le partenariat économique entre les deux pays. Elle permettra également de relancer les différents chantiers bilatéraux issus de la 13e session de la réunion de la commission mixte algéro-saoudienne tenue à Riyad en avril dernier, qui a été sanctionnée par la signature de plusieurs accords de coopération. La visite du prince héritier saoudien sera donc l'opportunité d'examiner et d'échanger les points de vue sur les questions politiques et économiques arabes et internationales d'intérêt commun et à leur tête la situation palestinienne et les situations dans certains pays frères, outre les évolutions du marché pétrolier. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a pris part au Mexique en tant que représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la cérémonie d'investiture du nouveau président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, donc, qui a été élu nouveau président du Mexique le 1er juillet dernier. À cette occasion, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a rencontré le nouveau président mexicain au Palais national et lui a transmis les félicitations du président de la République à l'occasion de son élection en qualité de président des États-Unis du Mexique, ainsi que sa disposition à renforcer les relations bilatérales. Et en marge de cette cérémonie d'investiture du président mexicain, Abdelkader Ben Salah, le président du Conseil de la Nation, a eu un entretien avec le président sahraoui Brahim Ghali sur les derniers développements de la question sahraoui. Abdelkader Ben Salah a réitéré à cette occasion le soutien constant de l'Algérie au peuple sahraoui pour le recouvrement de ses droits légitimes conformément à la légalité internationale et aux résolutions des Nations Unies, une position saluée par le président Ghali. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, poursuit sa visite aux Émirats arabes unis pour prendre part en tant qu'invité d'honneur aux festivités officielles de la fête nationale émirati commémorant le 47e anniversaire de l'unification, précise le communiqué du MDN. Le général de corps d'armée a visité en compagnie du conseiller des affaires présidentielles des Émirats arabes unis, le ministre Fares El-Mazroui, une exposition de maquettes en miniature d'armement et d'équipements de production locale, comme il a suivi un exposé sur les fabrications militaires locales
précise toujours le communiqué du ministère de la Défense. Ahmed Gaïd Salah avait pour rappel entamé sa visite samedi dernier aux Émirats arabes unis à l'invitation de Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, commandant suprême adjoint des forces armées prince héritier d'Abu Dhabi en tant qu'invité d'honneur pour participer, donc, je rappelle, aux festivités de la 47e journée nationale des Émirats, où il a exprimé au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Donc il a exprimé ses meilleurs vœux à cette occasion. Le sommet des chefs d'État de la 24e conférence de l'ONU sur le climat, COP24, se tient donc depuis hier et jusqu'au 4 décembre, jusqu'à demain, en Pologne. Donc la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zohra Zarwati, prend part en tant que représentante du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à cet événement, donc, où elle doit présenter les démarches de l'Algérie et ses efforts visant à réduire les changements climatiques et leur impact négatif. Elle évoquera également le souci de notre pays de voir les résultats définitifs de la conférence refléter de manière équilibrée les intérêts et visions des parties de l'accord de Paris sur le climat. Voilà, et aujourd'hui est prévue donc une journée parlementaire sur la réforme éducative et les alternatives pédagogiques. Donc ça se passe à l'APN. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, et la ministre de la Solidarité, Rania Idalia, présentent respectivement un exposé devant la commission du budget et des finances de l'APN. Et aujourd'hui est prévue aussi la tenue du forum d'affaires algéro-saoudien co-présidé par le ministre de l'Industrie et des Mines Youssef Yousfi ainsi que le ministre saoudien de Commerce et d'Investissement Majid Ben Abdullah Al-Qasabi. Ça se passe au Centre international des conférences Abdelatif Rahal à Alger. Un séminaire scientifique est prévu sur les alternatives aux peines de privation de liberté et donc il est organisé par le ministère de la Justice, toujours au CIC à Alger, et prévu également à Oran l'ouverture de la 20e semaine nationale du Saint-Coran en présence du ministre des Affaires religieuses et des Waqf. La manifestation qui durera 3 jours se déroulera sous le signe la fidélité, une valeur coranique. Donc je disais que ça se passait à Oran et dans le sud du pays, à Adrar, un séminaire international est prévu sur les investissements dans le tourisme saharien. Donc ça se passe à l'université d'Adrar. Il est organisé en coordination avec le secteur du tourisme et de l'artisanat. Donc la rencontre qui se tient pendant 2 jours à partir d'aujourd'hui jusqu'au 5 traitera des mécanismes susceptibles de booster et relancer le tourisme saharien en tant qu'alternative de développement durable et facteur de diversification de l'économie nationale. Et un salon du tourisme saharien se tiendra en marge de cette manifestation. À Blida est prévue une cérémonie de remise de nouvelles stations de mobiles de distribution de carburant montées pour la première fois par l'entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie de Blida. Donc il s'agit d'une unité de CR Métal qui est mise à la disposition de Naftal. Donc ces stations mobiles d'une capacité de 40 000 mètres de cubes de carburant de différents types sont destinées aux zones isolées et éloignées du pays où il est généralement difficile de trouver une station d'essence à l'instar de celle du sud du pays. Et à Boumerdès, le ministre de la Solidarité nationale célèbre la journée mondiale des personnes aux besoins spécifiques. En marge de cette cérémonie qu'abritera la Maison de la Culture Rachid Mimouni, il sera procédé au lancement d'un cross auquel prendront part des enfants handicapés mentaux. Voilà ce qu'il y avait dans l'actualité. Tout de suite, l'invité de la matinale.
Alors, mon invité pour ce matin, Nabil Bensi Saïd, donc président, directeur général de EMS Algérie, Service Express Mail. Donc, bonjour, bienvenue à vous. Donc, il s'agit d'une filiale au niveau d'Algérie qui appartient à Algérie Post. Elle est spécialisée dans le courrier express qui existe quand même depuis les années 80. Aujourd'hui, on a l'impression qu'elle refait peau neuve. Et donc, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle politique de marketing, monsieur Nabil Bensi Saïd? Effectivement. Bonjour Nedjma, bonjour chers téléspectateurs. Merci pour l'invitation. C'est l'opportunité pour nous de faire découvrir nos services. Nous sommes filiale à 100% Algérie Post. Nous opérons sur une stratégie qui est déclinée et adoptée par notre secteur de tutelle, donc qui est le ministère de la Poste et des Télécommunications, Technologies et Numériques. Fonctionnellement, nous sommes membres de la coopérative des EMS qui est installée à Berne en Suisse, donc nous obéissons à des règles internationales. Dans la coopérative, il y a 198 EMS dans le monde, donc 198 pays. Et c'est un réseau qui est en train de s'interconnecter pour s'échanger les colis, les lettres en mode express. Donc notre spécialité, c'est transporter les lettres et les documents, marchandises, colis jusqu'à 30 kg en mode express sur les destinations internationales. Et évidemment, on opère sur le marché domestique aussi, donc on distribue sur les 48 wilayas à travers un réseau propre à nous. Donc, mais voilà. Vous avez des agences sur les 20 wilayas? Bien sûr, oui, oui. Nous avons un réseau commercial qui est composé de 25 agences commerciales, donc on est présent sur une vingtaine de wilayas. Et sur un plan de distribution, donc on est présent sur les 48. Donc il y a des agences qui font le hub, qui font la distribution sur 4-5 wilayas et c'est du quotidien pour nous. Donc, en tout cas, la bonne nouvelle ce matin, c'est que EMS a gagné des places dans le classement sur le plan international. Et donc combien de places alors, on a gagné, sur les 3 dernières années, nous avons gagné 92 places. Donc, on était en... Et qu'est-ce que cela signifie pour pour nous, déjà, on est content parce qu'on c'est un classement algérien déjà. C'est l'Algérie qui est classée 70e aujourd'hui sur un plan mondial. Nous sommes premiers sur le Maghreb et Nord-Afrique. Chose qui est très très importante et honorable pour notre pays. Donc ce classement, c'est un ensemble de paramètres qui sont configurés sur la base de certains paramètres sur la qualité de service, sur les volumes et essentiellement sur les délais de livraison. Donc il y a un système qui est adopté par la coopérative des EMS sur lequel on est noté en fonction des délais de livraison pour chaque colis, pour chaque courrier. Donc c'est des paramètres qui sont gérés sur une moulinette, un système, et chaque trimestre il y a un rapport qui est édité par l'EMS coopérative à Berne en Suisse. Et à la fin octobre 2018, on a été classé 70e sur le plan international. Il ne faut pas oublier qu'on revient de très loin. Donc, il y a 3 ans de cela, en 2015, on était 162e au monde. Et on a Vous étiez sur le plan financier déficitaire aussi? Il y avait certaines difficultés de l'opérateur, oui. C'est vrai qu'il y avait... Enfin, on va dire que la filiale a trébuché un petit peu sur un plan financier. Il y a eu des déficits sur certaines années, évidemment. Aujourd'hui, on est en train de récupérer, alhamdoulilah, nous sommes en train d'avoir de la visibilité sur le plan financier. Nous avons quand même assuré une rentabilité cette année. Peut-être cela est dû à son historique, parce que c'était quand même un service assez défaillant, d'où les plaintes de certains clients et probablement les concurrents qui avaient le marché est vide que pour eux. Donc, non, bien sûr, bien sûr, il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup d'échecs sur cette partie. Nous avons mis en place un plan de correction. Donc il y a eu un plan d'action correctif qui a été décliné par le ministère des Postes et des Télécoms. Donc on a adopté au niveau du groupe Algérie Post et EMS filiale toute une stratégie qui est orientée client. Donc on a pratiquement lancé un chantier depuis quelques années et aujourd'hui on voit les résultats. Donc c'est des résultats qui sont palpables. On opère sur pratiquement les 5 continents avec des délais, l'Europe à 48 heures, 72 heures grand max. Donc il faut coûte que coûte satisfaire le client, acheminer le courrier, les colis. Et comment ça se passe? En fait c'est tout un dispositif. Donc nous avons ouvert un chantier, nous avons pris en charge la partie relations clients, nous avons pris en charge la partie marketing. Donc nous avons étoffé nos offres, nous avons
pratiquement aussi mis à niveau les systèmes d'information qu'on utilise. Donc il fallait outiller nos livreurs. Et c'est tout un travail, il fallait reprendre les négociations à l'international, donc c'est des échanges internationaux. Et on a travaillé sur ça. Donc il y a eu un travail aussi sur le plan stratégique aussi. Donc nous avons adopté une ligne de conduite qui nous permet d'être plus proche de nos clients, plus visible. Donc on a revu nos agences, le confort des agences, l'aspect visuel. Nous avons revu aussi nos procédures internes. Donc on a mis en place beaucoup de services. Nous avons lancé le suivi de colis par Internet. Donc le client peut suivre son colis aujourd'hui instantanément à travers son smartphone ou son PC. Le tracking. Le tracking, voilà. Est-ce que vous avez un système vidéo pour le tracking? Vidéo, non, on ne peut pas possible. mettre de la vidéo sur ça, mais par contre, c'est un système qui permet d'avoir une traçabilité à temps réel, donc on peut suivre son colis sur différents événements. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un colis, au dépôt déjà du client, on affecte un code barre au colis, donc c'est un code barre qui est scanné à chaque événement, donc sortie aéroport, entrée centre de tri, l'international aussi, il y a plusieurs événements. Donc et le client peut avoir voilà. toutes les informations. Oui, il y a une visibilité instantanée. vraiment très pointue sur ça. Et sur le plan national, pour les prestations domestiques, comment vous faites pour cibler le maillon faible du dernier kilomètre du pays? Alors pour ça, nous avions bien réfléchi et on vient d'adopter une nouvelle formule qui est très récente. Elle est en phase pilote actuellement avec les web marchands. Donc on utilise pour les gens qui vendent en ligne. Donc c'est des commerçants qui ont des sites web, surtout avec la dernière loi qui a permis aujourd'hui de booster un petit peu ce segment. Donc aujourd'hui, on offre de la livraison en point relais. Donc nous avons 20 agences sur le territoire national. On livre en moins de 24 heures à partir d'Alger et sens inverse aussi. Donc 20 wilayas vers Alger aussi. En moins et quels de sont les 24 délais de livraison des courriers? Alors sur 20 wilayas, on fait du moins de 24 heures. Dépôt agence. Donc le client peut se rapprocher de notre agence. Ça, c'est l'express de l'express. Sinon, après, si le client choisit d'être livré à domicile, on a toujours la prestation de livraison à domicile. Il faut rajouter une journée peut-être. C'est en fonction du volume, de la zone et de la configuration. Sinon, nous opérons sur des délais, sur l'international, nous faisons du 48 heures à 72 heures en Europe, pratiquement toutes les villes d'Europe. Les États-Unis, le Canada, c'est du 96 heures. Ça peut être du 72 heures, tout dépend des plans de vol des compagnies partenaires. L'Asie à 96 heures, l'Afrique 48 à 96 heures. Donc c'est des délais qui ne dépassent pas les 4-5 jours au grand maximum. Et qu'en est-il des prix? Vous êtes... On est 40% moins cher de nos concurrents, pratiquement. Carrément. Oui, bien sûr. Il ne faut pas oublier qu'on a une mission commerciale, business. On est société commerciale, bien sûr, par notre statut, mais on est aussi représentant d'une entité, d'une institution, Algérie Post aujourd'hui, et on doit proposer des services adapté et accessible aux citoyens algériens. C'est déjà par notre profil opérateur public. Donc nous veillons à ce que tous nos services soient vraiment accessibles. D'ailleurs, même un exemple, aujourd'hui, si on propose le tarif de 3000 et 3800 dinars pour un colis de 2 kg vers la France, le même tarif, 3800 dinars, il est applicable pour un client qui se présente à Alger ou à Adrar. Nous avons une agence à Adrar, on est les seuls à être présents dans le sud. Oui, Hassim Saoud, Béchar, Adrar. Et nos clients payent le même prix pratiquement pour la même destination, que ce soit Alger ou Adrar ou Béchar. Ça, on ne le voit pas chez les concurrents, ils appliquent des tarifs additionnels. Très élevés, effectivement. Donc ça, c'est un exemple pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment très regardants sur cet aspect coût, prix. Donc vous existez à travers tous les pays du monde entier? Oui, pratiquement tous les pays. On est lié à 198 pays dans le monde. Les plus, enfin là où il y a le plus de flux, on va dire. Et nous sommes connectés à travers des compagnies aériennes nationales ou groupes internationaux. Et voilà. Donc, et en cas de litige, comment procède EMS? En cas de perte, de casse, de retard Oui. Alors pour ça, oui, justement, nous avons déjà un centre d'appel qui a été lancé depuis 1 année et demie. Nous avons un centre de supervision qui trace pratiquement toutes les opérations. Donc pour superviser les colis un par un, c'est à l'unité. Donc on peut se détecter un retard ou une sortie d'aiguillage du circuit. Et le client peut intervenir sur le centre d'appel pour déclarer un retard. Pour être très honnête, c'est pas
vraiment, c'est infinitésimal comme pourcentage, hein. Ça ne dépasse pas les 1% du flux global en échange. Est-ce que les clients seront indemnisés? On a introduit une nouvelle formule d'indemnisation aujourd'hui. Le client peut être indemnisé sans aucun problème. Tout dépend de la valeur qui est déclarée sur son colis. Ça peut aller jusqu'à 27 000 dinars, on va dire, mais tout dépend de la valeur qui est déclarée à la base, au dépôt. Et avant, on assistait à beaucoup de vols, malheureusement, de colis. Qu'est-ce qui a fait que ça change? C'est le système tracking pour lutter contre ce phénomène ou... Moi, je ne dirais pas vol, je dirais plutôt des colis égarés, parce qu'il faut savoir une chose. Mais c'était des colis qui disparaissaient carrément. Oui, bien sûr, on ne va pas se voiler la face, hein. Aujourd'hui, enfin même auparavant, il y avait des cas, mais il faut savoir qu'échanger 1 demi-million d'opérations sur 5 continents, il y a toujours un petit pourcentage de pertes de colis. Ça, c'est des échanges les aéroports. Donc, il y a des échanges entre opérateurs et c'est tout un réseau qui est en train de vivre sur ces réseaux. C'est tout à fait normal quand on perd 5-6 colis par an. C'est des cas sur lesquels on a réfléchi, on a mis en place ce dispositif d'indemnisation. Nous sommes en train de préparer aussi très prochainement une assurance. Donc le client, en plus de l'indemnisation qui est forfaitaire, le client peut souscrire à une assurance pour son colis. Il peut payer, je sais pas, à titre d'exemple, 200 dinars, 300 dinars, en fonction de la valeur qu'il déclare. Il peut souscrire à une assurance pour lui permettre de récupérer en cas de perte la valeur de son colis. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur d'un colis? Le contenu. Donc, enfin, outre la documentation et les papiers, qu'est-ce que peut contenir un colis en provenance d'Algérie? Provenance ou au départ aussi, hein. Oui. Donc, nous, sur ça, nous avons des services qui travaillent pour analyser un petit peu les contenus. On peut trouver de tout, des médicaments, de la nourriture, des vêtements, des effets personnels, surtout des effets personnels, des gens qui envoient des produits locaux aussi. Surtout des gâteaux, des gâteaux. Dit. Surtout le mois de Ramadan. On voit de tout. On a même vu de la zlabia et du bellouz le mois de Ramadan. Oui. Et oui, tous les moyens c'est des pièces détachées. Pour garder les passerelles. On partage les senteurs du pays aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, notre métier aussi permet aux gens de partager des envies, des produits du terroir algérien. Quand on est à l'étranger, on est toujours assoiffé de ce genre de produits. On peut dire que le mois de Ramadan, c'est le mois où vous enregistrez un chiffre d'affaires Oui, cette année, exceptionnellement, nous avons réalisé une promotion d'ailleurs, c'était Riht el Belad, une promotion qui était destinée aux Algériens qui voulaient transmettre un petit peu certains produits à leurs proches et familles à l'étranger. C'était une promotion qui était qui concernait des colis jusqu'à 4 kilos, donc qui a permis de partager un petit peu les envies et les senteurs du mois de Ramadan. Ça a très bien marché. Les gens nous demandent est-ce que la on va la refaire? Oui, bien sûr, on va la refaire. Donc voilà. c'est une promotion de 30%, c'est ça? Alors, cette fois-ci, on a lancé une nouvelle promotion, donc fin d'année. C'est une nouvelle promotion qui concerne tous les colis de 2 à 30 kilos destinés à l'international, donc pour permettre aussi toujours à nos citoyens algériens de partager un petit peu leurs produits. C'est 30% de remise sur tous les colis, donc 30% qui est quand même considérable sur le prix. Des perspectives, voilà. D'autres perspectives pour EMS? Bien sûr, toujours des perspectives. En plus du classement mondial, on espère atteindre le top 50, donc des pays, des meilleurs EMS dans le monde. Il faut savoir que le top 50, c'est les meilleures entités postales du monde, donc c'est vraiment la crème de la poste. On y sera, Inch'Allah, parmi les 50, on l'espère d'ailleurs. D'autres ambitions, on essaye toujours de moderniser nos pratiques, on essaye de revoir nos configurations, on revoit nos programme d'acheminement. Et Alger, par exemple, où est-ce qu'on peut trouver vos agences? Au niveau des postes? Alors, il y a un projet aujourd'hui avec Algérie Post, on est en train de déployer, nous sommes actuellement à 174 guichets au niveau des bureaux de poste. On a relancé un petit peu l'activité EMS au niveau des bureaux de poste. Nous sommes présents pratiquement dans les plus grands bureaux de poste en Algérie, pas seulement à Alger. Il y a eu l'inauguration par Madame la Ministre l'été passé du bureau EMS La Grande Poste, donc Alger RP, la recette principale. Le mois passé.
Et on est sur un modèle économique qui nous permet d'être plus proches, mais avec des coûts très très raisonnables en termes d'investissement. Une dernière question, pardon, oui. Nabil. Donc, vous m'avez dit que vous faites aussi, vous êtes dans le e-commerce, modernisation oblige. Oui, oui, oui. Donc, Nous sommes leaders sur le e-commerce aujourd'hui, selon le rapport de l'ARPCE, donc le régulateur algérien de la Poste et Télécom. Nous avons 40% de part de marché sur ce segment. Nous opérons sur ce segment, on accompagne les web marchands. Les gens qui sont en train de créer des sociétés, des startups, qui créent des sociétés pour vendre en ligne. On les accompagne. Les plus gros du marché sont avec nous, partenaires. Nous sommes logisticiens, on livre pour ces compagnies. Et ça se passe bien, ça se passe très très bien. Nous avons une flotte qui est composée d'un peu plus d'une centaine de véhicules. On opère sur le territoire national. On fait du J+1 jusqu'à J+2 sur tout le territoire national. Donc on livre les produits pour les web marchands. Très bien. Voilà. Donc c'était EMS Algérie, la filiale citoyenne. Merci Nabil Bensi. Alors j'ai un problème là. Bensi Saïd, voilà. C'est moi. Merci d'avoir accepté notre invitation et répondre à toutes nos questions. C'était l'invité de la matinale. Rendez-vous demain à 8h. C'est à vous, Radia. Merci beaucoup Nejma, merci également à votre invité ce matin. Et tout de suite, mesdames, messieurs, sans aucune attente, retour sur l'ouverture du Festival international du cinéma d'Alger, avant de recevoir M. Ahmed Bdiaoui, qui viendra nous parler des grandes lignes du programme du festival aujourd'hui dans notre matinale. À tout de suite. Films, 9 longs métrages et 9 documentaires prennent part à la compétition de la 9e édition du Festival international du cinéma d'Alger dédié aux films engagés. المكسب الأول في الذي تحقق من خلال هذا المهرجان هو الديمومة. Ce festival est devenu un rendez-vous annuel qui, à chaque édition, réunit les professionnels du cinéma. À chaque édition, les organisateurs sélectionnent avec soin les films retenus pour participer au festival qui traitent différents sujets humanitaires, politiques ou même de société. سياسية، قضايا إنسانية، قضايا لها علاقة براهن العالم بالتحولات التي يعرفها. Le thème de l'immigration est retenu pour cette 9e édition, un sujet qui met en exergue les souffrances des immigrés à travers le monde. Nous comptons plusieurs longs métrages comme Mélancolie ouvrière de Gérard Mandia. Nous avou aussi André Garzou, du luxembourgeois André Bouche. Chaque année, ce sont des nouveaux films. Cette année, nous avons 17 films en compétition, que des films, la plupart de 2018, quelques-uns de 2017, des films qui n'ont jamais été montrés, notamment les films algériens. Nous avons 4 avant-premières. Le long métrage de fiction Wajib, une immersion dans le quotidien de la société palestinienne avec une pointe d'humour réalisée par la palestinienne Anne-Marie Jassir, a été projeté en ouverture à la 9e édition. Le film palestinien a un cachet particulier car il n'est ni drama ni même une romance. Il relate les conditions de vie des Palestiniens. Ce festival constitue une occasion qui laisse place à des échanges d'expériences dans le domaine du 7e art. Et c'est également un festival que j'apprécie personnellement et j'ai vraiment plaisir ce matin d'en parler avec M. Ahmed Bdiaoui. Bienvenue, merci de nous faire l'honneur et le plaisir de partager ce moment dans notre matinale pour parler de ce festival qui gagne en pérennité, 9e édition déjà. Et oui, on approche de la 10e édition l'année prochaine, j'espère que ce sera un grand bouquet. Ce sera une date anniversaire. Une date anniversaire, c'est un festival qui entre dans sa phase de maturité. Et la preuve en est que aujourd'hui, alors que les premières années on était obligés de convaincre les gens de venir, on reçoit énormément de demandes et de demandes prestigieuses pour la participation. Donc nous avons des relais dans le monde, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, en Europe bien sûr. Et ça c'est quand même une chose importante. Donc c'est un festival qui a aujourd'hui des assises. Qui a des assises et j'imagine plus de notoriété, donc il s'est placé dans la cartographie des festivals un petit peu de... La notoriété, la base de la notoriété, c'est la crédibilité. Tout à fait. À partir du moment où vous avez une crédibilité, on dit ce sont des gens sérieux, ils sont à l'heure, ils respectent leurs engagements, il y a quand même des codes de déontologie dans ce métier, on vous donne un code pour passer un film, vous en tenez à vos engagements.
Les gens sont bien reçus, ils sont en général, ils deviennent en général des ambassadeurs de ce festival. Oui, et puis il y a un cachet particulier parce que le festival déjà avait pour intitulé Festival international du film engagé tout au départ. Cela continue en tout cas, on invite des auteurs assez particuliers dans ce festival. Ah oui, oui, il a une âme, ce festival a une âme, et cette année encore plus que les années précédentes, c'est-à-dire que pendant très longtemps on nous a dit qu'est-ce que c'est l'engagement. L'engagement, il est politique lorsqu'il s'agit de deux causes importantes pour nous, c'est la Palestine. On a ouvert avec un film palestinien. Tout à fait, Wajib. Et le Sahara occidental. Ensuite, les autres causes sont des causes humaines. Elles ne sont pas politiques. Nous ne sommes pas un festival politique. Nous avons ouvert avec une deuxième ouverture hier avec un film documentaire qui s'appelle Libre, et qui est l'histoire de cet homme Cédric qui fait traverser les migrants africains et qui s'est retrouvé accusé par la République française et sous examen. Il n'a pas pu venir d'ailleurs parce qu'il n'a pas de passeport pour voyager, il est mis sous examen. Donc c'est des causes humaines, c'est des gens qui souffrent, ce sont des enfants qui sont obligés de faire la guerre, des femmes qui sont humiliées, des enfants qui sont obligés de travailler. À l'image justement du combat de Thierry Michel et Pascal Colson, donc, qui viennent de Belgique et qui eux aussi ont traité d'un thème très, très important. Alors les enfants du hasard, on a l'impression que c'est le hasard. Le hasard, c'est une petite ville qui s'appelle Hasard. Oui. Et dans laquelle il y a une dame. Alors dans ce film, il y a une institutrice qui s'occupe de ces gamins et de ces gamines, mais de manière absolument extraordinaire, un personnage unique. Et Thierry Michel est un grand réalisateur de télévision. Il donne demain d'ailleurs une masterclass sur comment faire, quelle est l'approche et quels sont les outils pour faire du cinéma d'investigation. Oui. Du grand cinéma d'investigation, qui n'est pas du reportage, qui est de la création. Cette frontière un peu indicible entre les deux, et qui fait les grands noms du documentaire. Et donc j'invite vraiment tous les professionnels, les étudiants, à venir à cette masterclass demain à la salle c'est ouvert au public Tout est ouvert au public. Les entrées sont gratuites. Donc nous, notre subvention nous permet d'ouvrir les portes au public et donc d'acquérir les films, voilà. Et ensuite, toutes les masterclass, les événements sont ouverts à tout le monde. Oui, en dehors du masterclass, il faut dire que son film, en tout cas Les Enfants du hasard, sera visible déjà ce soir. Déjà cet après-midi, oui. Cet après-midi à 16h30 à Ibn Zaidoun. Et demain, donc, on réitère avec la salle Mohamed Zinet qui accueille le film à 16h30. Voilà, il pourra discuter déjà du film aujourd'hui et demain de la démarche qui a fait de lui et de quelques-uns à la RTBF des grands, vraiment des noms majeurs dans l'histoire de la télévision mondiale, de la télévision éducative, de la grande télévision, voilà. Dans la noblesse du terme. On disait tout à l'heure, M. Ahmed El-Jaoui, qu'on avait quand même fidélisé un public avec ce festival, et ce public qui avait pour coutume d'aller à la salle El-Mougar se verra donc transféré vers une autre salle qui est tout aussi prestigieuse. Absolument, oui, la salle El-Mougar est en réfection actuellement, à cause du bâtiment de la Leti en général, et donc nous nous sommes repliés sur la salle Ibn Zaidoun. Mais l'avantage de Riyad Fest, c'est qu'elle nous offre des espaces contigus. Oui. Il y a Ibn Zaidoun, il y a la salle Zinette, qui est une filmathèque proche de l'esprit de cinémathèque. Tout à fait, un peu plus intimiste, qui permet vraiment... Voilà, pour les rediffusions du lendemain, sans place, c'est quand même intéressant. Sans place, quand c'est plein, c'est quand même intéressant. Ensuite, il y a la salle France Fanon, dans laquelle nous faisons nos rencontres, nos masterclass, etc. Et les conférences de presse. Donc, il y a un regroupement là. Et puis quand Riyad Fatah vit, c'est quand même quelque chose de magique. C'est quelque chose de magique, voilà. Effectivement, d'autant plus qu'il y a des espaces justement très conviviaux et aussi une accessibilité, un parking, toutes les commodités pour passer un bon moment cinéma. Absolument. Tout à fait.
Et donc dans le festival, voilà, les cinéphiles savent déjà reconnaître tel ou tel réalisateur. On va peut-être essayer d'aiguiller le téléspectateur de ce matin sur vraiment les grands rendez-vous. Tout à l'heure, Madame Yahi s'exprimait dans le reportage. Elle disait qu'il y avait déjà des inédits, des avant-premières dans ce festival. La caractéristique de ce festival, c'est que la plupart des films sont datés non pas simplement de 2018, mais de l'automne 2018. C'est-à-dire que ce sont des films qui sortent à peine en Europe, comme Le flic de Belleville par exemple, comme Frères ennemis, etc. Tous ces films-là sont tout nouveaux, certains ne sont pas sortis encore, et nous les avons en exclusivité. Donc c'est quelque chose de particulier. Ce sont des thèmes également, c'est un festival qui se manifeste par l'originalité de son approche, comme par exemple ce film que nous avons découvert. Nous avons des découvertes. Ce film qui s'appelle Central Airport, qui est d'un Algérien qui est né, qui vit au Brésil, qui est brésilien, Karim Aynous, qui a fait un film magnifique sur le plan documentaire, dans la technique documentaire. C'est un chef-d'œuvre absolu. Il a été primé dans plusieurs festivals cette année. Et donc nous faisons découvrir quelqu'un de la diaspora algérienne avec un talent assez extraordinaire. Nous avons également Rachid Bouchereb qui vient présenter Le flic de Belleville. Nous avons ce grand acteur, un des espoirs du cinéma français, on dit, mais c'est un Algérien, c'est Reda Kateb, qui j'espère sera là jeudi matin à la matinale pour parler de Frères ennemis, qui est un film qui fait parler de lui actuellement. Ah oui, c'est un film qui est majeur, un très 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 beau film. Et en même temps, Reda Kateb explose dans ce film. Donc nous avons la chance de l'avoir parmi nous mercredi, et j'espère que jeudi, il sera là pour parler avec le public algérien. Il y a également le film de Haroun, de Mohamed Haroun, Une saison en France. Mohamed Haroun a été ministre de la Culture au Tchad. Il a été lauréat du Festival de Venise également. C'est un grand monsieur. Ce sera le film de clôture. Ce sera le film de clôture, exactement. C'est dire le poids et vraiment la valeur de ce réalisateur. Et le film de Une saison en France nous rappelle que la ligne conductrice de ce festival, ce sont les migrants. C'est le problème des migrants et du sort indigne qui leur est réservé de par le monde. Un film très récent d'ailleurs, 2017, il l'a sorti. Ah oui, il est fait automne 2017, c'est un film tout récent. Voilà, donc on a également des films algériens qui n'ont pas été vus, qui n'ont été vus par personne, qui ont été, dont la copie est sortie la semaine dernière, Le droit chemin de Rachet Touita. Et également le film qu'on a vu hier les voies magiques, qui est de Yaïch, et qui a vu une salle pleine, des gens dans les travées, des gens qui n'ont pas pu rentrer dans la salle, et qui a eu un succès colossal hier soir. Donc on a fait découvrir La Voix des Anges, voilà, parce que ça s'appelait Les Voix futures au début. Quand je l'ai visionné, il était en copie de travail. Et ensuite, il a changé de titre, c'est devenu La Voix des Anges. Et ce film a connu un succès immense hier. Et ce film, donc personne ne l'avait vu auparavant. Personne ne l'avait vu auparavant. Donc on a donné cette année, nous sommes arrivés à un degré de nouveauté et d'innovation, je dirais même, qui est très élevé. Voilà. J'espère qu'on va tenir le rythme après. C'est vraiment prometteur tout cela. On citait tout à l'heure Mohamed Salah Haroun qui vient du Tchad, donc il sera présent. Il sera présent pour la clôture. Pour la clôture, vous avez choisi de lui rendre. C'est l'hommage de cette année. C'est l'invité d'honneur. C'est l'invité d'honneur. Tu peux donner quelques repères aux téléspectateurs par rapport à cet acteur. C'est un personnage particulier puisqu'il vient d'un pays qui n'a pas une cinématographie très développée. C'est la même chose c'est un pays que je comparerais un peu au Soudan, qui a des intellectuels de très haute volée, malgré tous les problèmes qui se posent dans ce pays. C'est un pays pourvoyeur d'intelligence, voilà. Donc, et cet homme a été... souffert aussi de foyers de violence. De proximité, de foyers également de violence très importants. Et il a été ministre de la Culture pendant un certain temps. Une mission qu'il a mis de côté au profit de sa passion, nous dit-on. Oui, il n'a pas tenu très longtemps parce qu'il avait envie de faire des films, donc c'est sa passion.
il voulait servir son pays, mais également il est animé par cet amour du cinéma. Oui. Donc c'est quelqu'un qui, dans le cinéma africain, compte énormément. Oui, Bye Bye Africa est quand même c'est un film culte. C'est un film culte. Il a remporté un grand prix dans un grand festival et il est respecté de par le monde. Il est vraiment quelqu'un, c'est un citoyen du monde qui est... Donc nous avons eu la chance de l'avoir parmi nous dès qu'il est accepté de venir. Nous avons également le film de Raoul Peck, I'm Not Your Negro. Raoul Peck qui est le président de la FEMIS quand même. Il n'a pas pu venir parce qu'il tourne justement un film sur Frantz Fanon actuellement. Il a tourné en Algérie, il va retourner en Algérie, mais là il est en train de tourner des scènes aux États-Unis, il ne pouvait pas être là avec nous. Vous me tendez une perche, là vous venez de citer un film documentaire. On rappelle aux téléspectateurs quand même quelque chose de très important, c'est qu'il y a 2 jurys, 2 compétitions. Absolument. Il y a la compétition pour ce qui est du long métrage, et puis fiction long métrage, et puis il y a le film documentaire aussi qui connaîtra une belle compétition parce que la sélection est fabuleuse. La sélection est fabuleuse et un peu douloureuse pour nous, pour Madame Yahi et moi, parce que pour le documentaire, nous avons dû voir 70 documentaires pour en retenir 9. Oui. Et ça a été très difficile parce que nous n'avons pas retenu, nous n'avons que 9 places. Nous n'avons pas retenu certains documentaires qui étaient très beaux. C'est pour vous dire que la sélection finale est vraiment de l'extrait de nectar. Voilà, c'est la crème de la crème. C'est la crème de la crème et c'est ce que vous promettez en tout cas. Et nous avons aussi des personnalités importantes dans le jury. Il faut peut-être citer Nabil Boudra qui vient de Oregon State University, qui est un enseignant de cinéma là-bas. Nous avons également Safi Boutella dans le jury. Nous avons Mina Chouir qui n'a pas besoin d'être présentée. Nous avons Georges Dupont de l'UNESCO, du CICT de l'UNESCO. Bon, nous avons donc des personnalités, je ne voudrais pas citer tout le monde, mais des grosses pointures voilà, du cinéma et du monde intellectuel, du monde artistique, disons. Voilà, je ne sais pas si c'est utile de le rappeler quand même, Monsieur Ahmed Bdjaoui, vous êtes directeur artistique de ce festival, le Festival international du cinéma d'Alger, donc un rendez-vous incontournable, une plaque tournante pour les cinéastes des 4 coins du monde. Et juste un petit mot, si vous permettez, c'est que cette année, innovation également, on clôture le samedi, mais le dimanche, nous avons 2 films. Oui, tout à fait. 2 fait. films magnifiques, il ne faut pas rater, qui sont hors compétition. José Marti, qui est un film cubain, et Pieds nus dans l'aube, qui va intéresser tout le monde, qui va vous intéresser vous particulièrement, parce que c'est l'histoire de Félix Leclerc. L'enfance du chanteur canadien Félix Leclerc, c'est un film magnifique. Donc il ne faut pas le rater dimanche. C'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est notre petit cadeau au public. C'est magnifique. Voilà. Merci beaucoup encore une fois. Je vous en prie, merci de votre invitation. Et voilà, bonne continuation, bon vent pour le festival. Merci beaucoup. Et on se retrouvera peut-être prochainement pour d'autres annonces, qui sait. Inch'Allah. Merci infiniment. Merci à vous. Donc vous qui êtes avec nous, alors rendez-vous est pris. La salle Ibn Zaidoun, la salle Mohamed Zinet vous permettra aussi de voir vraiment les films que vous avez peut-être ratés dans la première salle. Donc essayez vraiment de vous enquérir du programme. Il est visible sur Internet, donc vous pourrez avoir tous les détails. Mesdames, Messieurs, ne ratez pas cette occasion. Donc c'est vraiment l'événement d'Alger cette semaine. Et puis tout de suite, transition est donnée avec un reportage qui lui aussi a eu pour justement toile de fond un événement qui est très marquant. Il s'agit de la célébration plutôt, il s'agit de cette journée plutôt de constat et de partage autour du SIDA, donc un mal qui ronge justement l'humanité. Donc retour sur l'événement avec Lamia Boudbouda qui s'est déplacée justement sur les lieux de cette célébration. On ne pouvait démarrer cette 9e édition de la campagne de sensibilisation contre le sida, Yid Fel Yid, sans rendre hommage à l'architecte de cette œuvre, le défunt Yazid Eid Hamadouche. Lancée par la chaîne 3 de la radio nationale en collaboration avec ses partenaires onusiens, l'ONCI et l'ONDA. Beaucoup de travail de sensibilisation sur cette maladie qu'est le sida, pour essayer de faire comprendre aux jeunes et aux moins jeunes les dangers du sida et comment se protéger du sida. Alors effectivement, vous l'avez dit, également une mémoire qui sera rendue, une minute de silence qui sera faite à la mémoire de notre collègue Yazid El Hamadouche que nous avons malheureusement perdu début août. Et c'est pour lui que nos pensées vont aujourd'hui, elles vont vers lui et nous savons pertinemment qu'il aurait aimé que tout cela continue. Un gala artistique dans lequel ont participé plusieurs artistes
de différents univers pour confirmer leurs valeurs de solidarité et d'engagement pour lutter contre cette terrible maladie. Il faut se protéger, il faut se méfier de cette maladie qui est là mais qui est absente, on ne la voit pas. Mais aussi, il y a aussi ce qu'on appelle les porteurs, les séropositifs. Il faut avoir un certain comportement, on doit être humain avec eux. Yazid était quelqu'un de très spécial pour nous tous. Moi j'ai eu la chance de le connaître autant qu'ami aussi et j'ai travaillé avec lui sur beaucoup de projets. Donc il nous manque et il a laissé un vide. Notre message il est simple, on est là, l'artiste il a une force de frappe, c'est-à-dire c'est un peu un leader d'opinion, on a des followers, donc il faut en profiter et leur dire, voilà, leur transmettre les vrais messages, des messages de sensibilisation et voilà, avec une façon artistique ça passe toujours mieux. Le ministre de la Communication, Jamel Karouen, reviendra sur le rôle de l'Algérie qui compte parmi les pays ayant réussi à éradiquer la propagation du virus. Nous avons aussi constaté la mobilisation des hommes et femmes des médias ainsi que des familles et jeunes qui ont répondu présents à cette campagne de sensibilisation. J'ai tenu par cet événement à venir soutenir déjà tous mes amis artistes pour cet élan et puis pour perpétuer en fait la mémoire de Yazid, cet homme qui a fait tellement de choses pour la musique, pour l'art et pour l'humanitaire et pour les jeunes. C'était quelqu'un de très motivé, de passionné, il adorait son travail et d'ailleurs cet événement est né avec lui. D'ailleurs chaque année il permettait aux artistes de s'exprimer, de lancer à l'unisson un message par rapport à la lutte contre le sida et surtout par rapport à la stigmatisation des personnes malades. Rappelons que cette année marque le 30e anniversaire de la première journée mondiale contre le sida. C'est dire que 30 ans de lutte se poursuivent pour atteindre les objectifs du millénaire de l'ONU pour éradiquer la maladie à l'horizon de 2030. Que d'émotion de voir justement le rêve de Yazid Ait Hamadouche connaître cette continuité. Les artistes ont pris le relais et ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur donc pour ce rêve de voir éradiquer ce mal, le sida. Mesdames et messieurs, nous ouvrons tout de suite une page sur l'économie et puis nous allons parler de l'économie nationale à travers une initiative louable, une initiative qui permettra aux produits locaux, aux produits nationaux, une visibilité mais aussi plus de connaissances du public grâce à Intaj Bladi. Bienvenue à nos invités tout d'abord. Donc en l'occurrence monsieur donc Omar Amrani, bienvenue. Merci madame. Vous êtes organisateur du salon national tout justement de ce salon itinérant dont on va parler dans un petit moment. Merci aussi à monsieur Yacoub, Yahya Yacoub, Lahadi plutôt. Lahadi Yacoub, bienvenue. Donc, merci de l'invitation. Docteur Yacoub, vous êtes représentant de la Confédération algérienne du patronat. C'est bien cela. Et vous êtes partenaire sur cet événement. Partenaire à part entière avec M. Amrani dans le projet Mentouj Bled. Alors un petit mot, une petite présentation succincte de l'événement tout d'abord. Donc je me présente, c'est M. Omar Amrani, organisateur du salon Mentouj Bledi. Actuellement, au départ, on était dans le statique, c'est-à-dire on organisait des salons. Oui. Maintenant, on est passé à la phase dynamique. C'est-à-dire on a mis sur pied une caravane qui va sillonner les 48 wilayas. Donc chaque wilaya, là où on passe, il y aura un salon donc, dédié exclusivement à la production nationale, donc Mentouj Bledi. Donc je remercie de ce plateau Monsieur le ministre de l'Intérieur qui nous a aidés. Il a instruit les walis de la République pour qu'ils nous assistent, nous aident. Donc là où on passe, il y aura un rassemblement entre les opérateurs locaux, industriels, les opérateurs économiques locaux et les opérateurs économiques du reste du pays, des 48 wilayas. Donc pour c'est-à-dire, si j'ai bien compris, il y a des fidèles au salon, donc qui vont eux se déplacer vers ces wilayas pour se faire connaître un petit peu la production. Bravo.
Et puis il y a les locaux. Donc à chaque fois, donc, il aura une couleur différente selon la ville. Bravo, bravo. Suivant les spécificités de chaque wilaya, parce que chaque wilaya a ses spécificités par industriel, tissu industriel, économique, etc., etc. Donc cette caravane, le but, il est très très noble, c'est de reconquérir le citoyen, de le sensibiliser sur sa production. On va faire en général un travail de séduction, séduire le citoyen, rétablir sa confiance par rapport à sa production nationale. Voilà. J'imagine que c'est un projet qui a séduit également la CAP, donc la Confédération justement. Effectivement, M. Amrani a été vraiment très courtois de faire appel à la Confédération algérienne du patronat, où on adhère parfaitement à 100% pour le suivre dans son projet, qui est très innovateur, et afin, en fin de compte, de toucher directement le citoyen simple à faible revenu, de telle manière à acheter produits algériens. Donc, en fin de compte, c'est une dynamique qui peut se traduire en fin de compte par des entreprises qui seront boostées, qui vont booster l'économie nationale, vous voyez un peu. Et à cet effet, nos opérateurs à l'échelle nationale, nos adhérents dans la Confédération algérienne du patronat, vont normalement participer de façon très massive. Voilà, vous allez mettre au service de ce salon donc, tout le réseau justement. Tout le réseau de la Confédération algérienne du patronat, effectivement, à travers nos adhérents et nos partenaires économiques. Voilà. Ont-ils tout de suite répondu présent? La plupart de nos représentants de toutes les wilayas, non seulement ils ont répondu présent, mais ils nous ont réconfortés de telle manière à participer de façon très massive à cette initiative. Oui. Donc la production nationale, c'est quand même, voilà, c'est important de lui donner de la visibilité. Vous parliez de crédibilité. Il y a aussi un développement sur le point qualitatif de cette production qui est notable, donc qui n'est pas connu du grand public parfois. On va essayer de voir, de faire un gros plan sur une activité en particulier. Donc il y a donc cet industriel, ce jeune industriel, visité par notre reporter Sabrina Khlifi, qui s'est intéressé à cette production de la chaussure algérienne, à 100% algérienne d'ailleurs. Dans une salle encombrée de machines et de tables de travail, l'odeur du cuir se mêle à celle de la colle. Ce site de fabrication de chaussures pour femmes, 100% algérienne, ressemble plus à un atelier d'artisan qu'à une usine. Sur les plans de travail sont entreposés outils, pots de colle, pinceaux, solvants et chutes de cuir, un apparent bazar derrière lequel se cache un travail minutieux et organisé. Une entreprise familiale créée par M. Omar Kabran, le propriétaire de cet atelier, un artisan cordonnier avec 47 ans d'expérience dans le domaine. Bon, on a بديت à l'âge de 14 ans خدمة. بديت à l'âge de 14 ans. خدمت عند مزاري الله يرحمه، مزاري بوتي الله يرحمه. تعلمت عنده. من بعد à l'âge de 19 ans بديت المحل تاعي. للآن 61 سنة ومازالني نخدم. À l'instar des grandes marques du monde de la chaussure, M. Kabran a opté pour l'authentique et favorise l'usage du cuir de qualité, exclusivement naturel, choisi avec beaucoup de soin. Grâce au savoir-faire avéré de son personnel de fabrication qui allie art et technique pour élaborer un produit respectant les normes de qualité et d'hygiène, à travers un choix rigoureux et exigeant des matières premières utilisées afin d'offrir le meilleur confort aux pieds. بديت على de 14 ans عند عمر، ما كناش هنا، كنا في بوفريزي. حبيت هاد الصنعة هادي كيما الصنايعية لي باتو، تعلمنا هاد الصنعة ديجا هادي ستان ارتيزانا، والحمد لله رانا شايدين المشعل تاع هاد الصنعة هادية، وإن شاء الله نكملوا بها هكذا. وهادي حاجة مليحة لبلادنا باش يعرفوا برك الناس بلي منتوج بن عندنا هايل.
Avant de vous chausser, un soulier nécessite plusieurs étapes de fabrication et de coupe. Bon, نبداو من لا كوب حالة الأولانية لا كوب من بعد البيكاج ومن بعد من البيكاج يروح للمونتاج اللي هو يمونطيلو ليه الديكا ومن بعد البلاكاج ومن بعد لا فينيسيون هنا. Après la fabrication, place à la distribution, une tâche accordée au savoir-faire de Mustapha, qui favorise les produits 100% algériens, chaussures de ville pour femmes et hommes, et même des chaussures orthopédiques, avec des prix battant toute concurrence. La distribution, en général, on la fait dans nos propres magasins, parce que déjà, on lui donne déjà de la valeur déjà les magasins Tawana. Et de plus, on le fait comprendre la clientèle que les produits c'est des produits algériens fabriqués ici en Algérie, et de plus avec des matières nobles, que du cuir. On a un atelier qui est spécialisé dans la chaussure pour hommes, la chaussure classique en général, qui se trouve à Calitous, et un autre qui est spécialisé dans la chaussure orthopédique, les sabots orthopédiques, des pharmaciens qui se vendent dans les pharmacies, qui se trouvent à 1er mai au Champ-Neuf. Afin d'améliorer la qualité de leurs produits, Mustapha, cet ingénieur en génie des procédés, compte élargir le domaine de fabrication de cette entreprise familiale en assurant la fabrication des semelles dans un futur proche. Voilà, que de perspectives donc pour ces jeunes industriels. En fait, c'est pas de l'industrie là, c'est vraiment un travail artisanal, mais quand même, c'est une production nationale à encourager. La maroquinerie connaît quand même un essor dans le pays. Tout à fait, tout à fait. Je tiens d'abord à remercier le docteur Ben Yacoub El-Hadi d'être venu et de nous assister dans la caravane. Oui. Donc, vous parliez de la production de la maroquinerie. Donc oui, c'est-à-dire nous, on est sur le terrain, on a constaté ce développement, justement. Et une diversification aussi des activités qui drainent énormément d'emplois aussi pour les jeunes. Tout à fait. Il y a, sur le terrain, on a remarqué, on a constaté beaucoup de développement et de jeunes qui ont pris l'initiative de rentrer dans ce domaine et de développer ce travail-là. Voilà. Très bien. Et on peut citer des exemples peut-être de cette... Il y a quelqu'un à Alger, je peux donner son nom? Non, l'activité peut-être parce que... Oui, il est dans le chaussures. Ah, toujours la chaussure. Voilà, voilà. Oui. Donc au salon d'Oran, là où on a organisé le salon d'Oran de Bentouj Bledi, il y a eu une petite histoire que j'aimerais bien raconter. Dans les stands, j'ai remarqué qu'il y avait des chaussures qui me paraissaient que ce n'était pas de la production nationale. Hein. Oui. Je pensais que c'était un produit importé. Importé. Donc j'ai dit à mes assistants, il faut vérifier si c'est un produit national ou pas. Donc le monsieur, il était ébahi. Non, moi, c'est une fabrication familiale, c'est une usine familiale, on fabrique. Donc, on a été pour lui demander pardon. La preuve qu'on est un peu, quand on voit une meilleure production, on est encore sceptique. On se dit, est-ce que vraiment c'est chez nous? Est-ce que ça a été Donc, à féliciter ces gens-là, qui arrivent quand même à atteindre un seuil de qualité, un seuil de qualité recherché d'ailleurs par la clientèle algérienne. C'est très bien. Et c'est la raison pour laquelle, justement, pour ajouter à ce que vient de dire M. Amrani, d'encourager ces petites et moyennes entreprises. C'est grâce à eux que le développement économique va arriver à son point le plus haut. Et d'une part, diminuer l'importation, ce qui va augmenter les réserves de change. Tout à fait. Donc c'est toute une chaîne. Voilà. Donc vous avez les développements des petites et moyennes entreprises, donc il y a la création de richesses, création d'emplois, et à vrai dire, les entreprises, en particulier, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc ils vont améliorer leurs produits de telle manière à ce qu'il y aura un rapport qualité-prix.
Voilà, et puis c'est vrai que quand vous donnez de la visibilité à un bon produit, ceux qui sont dans l'amateurisme vont peut-être tirer des leçons et savoir que localement, on peut atteindre ce seuil de qualité. Est-ce que vous avez eu des exemples lors de ces plateformes que vous offrez au public? J'ai débusqué un jeune Algérien au sud, à Gardaya. Dernièrement, j'ai été invité par M. Louali de Gardaya pour faire revivre la fleur et l'orange de Mnéa. C'est toute une histoire. J'ai rencontré une personne, un Algérien, un jeune. Dans le temps, il importait pour le forage, des appareils pour le forage, pour l'agriculture. Maintenant, il les fabrique lui-même. Donc, c'est un exemple à suivre. Donc il y a des Algériens. Il y a aussi dans la filiale oléiculture, par exemple, il y a eu des fabricants et des agriculteurs qui ont été vers une meilleure qualité, un meilleur packaging, une meilleure présentation du produit, une expertise qui permet justement d'atteindre un seuil de qualité recherché par l'Algérien. Et justement, donc ces entrepreneurs ou bien ces éloculteurs doivent quand même donner une très bonne image à leurs produits en faisant un très bon conditionnement. Oui, tout à fait. Le packaging est important. Voilà, exactement. C'est ce qui attire, le consommateur. En premier lieu, on prend d'abord le consommateur. Le consommateur, en premier lieu, quand il va acheter, et puisqu'on veut développer le produit algérien, la moindre des choses, c'est qu'au moins, il est attiré par ce produit qui est bien conditionné avec un bon packaging, effectivement. Absolument, absolument. Il parlait de séduction à l'instant, c'est ça. Ça fait partie de la séduction du producteur. Et c'est comment présenter son produit au public, c'est très important. Vous insistez, vous, en tant qu'organisateur, sur cet aspect lors des expositions? Justement, on est là pour, justement. Il y a eu le citoyen maintenant, on sent qu'il se base sur la qualité. Oui. Il y a eu un changement, une mutation de mentalité. Maintenant, le fabricant algérien, il s'appuie, il veut développer tout ce qui est concept innovateur pour présenter son produit. Il y a eu une mutation. Donc ça, c'est très, très encourageant. Voilà. C'est très encourageant. Donc, vous ajoutez à tous les moyens, à tous les supports, justement, marketing qui existent sur le marché, vous ajoutez cet événement. Un événement donc, qui va permettre à la production nationale de se déplacer dans les différentes wilayas. Première escale, donc Sidi Bel Abbès. Oui. C'est bien cela. Combien durera donc l'événement dans cette ville? Ce sera le 10 du mois. Voilà. Donc, on a pris comme initiative de prendre chaque fois 5 wilayats consécutifs. Ensuite, on va s'arrêter pour dresser un bilan pour le soumettre aux autorités. Donc, chaque wilaya, il y a un salon qui va durer 10 jours, donc du 10 décembre au 20 décembre. Dans chaque wilaya, le salon il est dédié à l'exposition et à la vente. Très bien. Donc après Sidi Bel Abbès, de ce plateau, je salue. Donc Sidi Bel Abbès, c'est du 10 au 20. Tout à fait. Et ce sera localisé à quel niveau Stade 24 février. Très bien. Le monsieur Louali, on le remercie de ce plateau, il nous a aidés, il nous a apporté l'assistance qu'il faut. Donc le salon il est dédié à l'exposition et la vente. Donc les 48 wilayas, les 47, donc ils sont invités à y participer. Après Sidi Bel Abbès, on va se diriger, Inch'Allah, pour un autre salon à Tlemcen. C'est juste à côté, voilà, une ville limitrophe. Bravo. Et après Tlemcen, donc on va monter un peu au nord. Non, au nord, non. On va descendre au sud. La Rouat, voilà, La Rouat. Donc la Rouat, ensuite Gardaya, ensuite El Oued. Voilà. Très bien. Voilà. Et bien, à cet effet, si vous permettez. Oui, allez-y. Donc, j'aimerais dire à M. Amrani, qui est l'organisateur de la caravane Mentouj Bladi et Production Nationale, que dans toutes les villages, on a nos représentants de la Confédération algérienne du patronat. D'accord? Et à travers nos représentants, qui sont les présidents de nos bureaux, vont vous donner main forte à ce que la caravane va se dérouler dans de très bonnes conditions. Merci. Et à ce que les citoyens pourront quand même venir acheter
les produits algériens. Merci à vous. Ah bah très bien, donc ça va, les relais ça fonctionne très Dieu bien. merci. Dieu merci. Bien. Donc quels sont vos espoirs par rapport à cette caravane? Parce que voilà, vous avez choisi de délocaliser un petit peu le salon et de lui donner une autre âme. Voilà, grâce à cette caravane. Donc, quelles sont vraiment vos attentes, les réelles attentes? Nos attentes sont nobles. C'est de faire rapprocher la production nationale du citoyen des régions isolées, essayer de désenclaver aussi certaines wilayats, parce que l'activité économique elle est un peu faible. Donc, il y aura un transfert de fonds, parce qu'il y aura un échange de monnaie, etc. Il y aura une mutation, je ne sais pas comment dirais-je. Ce salon, cette caravane ou cette présentation de Mentouj Bladi va donner beaucoup de retombées socio-économiques sur chaque wilaya là où on passera. Donc, la logistique suit-elle? Oui, il y a la société Logitrans, normalement, qui doit être notre partenaire. On est en pleine négociation pour qu'ils nous suivent durant la caravane pour prendre le relais transport. Logitrans qui avait vraiment réussi le pari de faire parvenir la production nationale jusqu'en Mauritanie cet été. Voilà, c'est la même société, donc elle sera notre partenaire, Inch'Allah, pour la rotation à travers les wilayats. Et j'aimerais ajouter, si vous permettez, un mot. Je lance un appel à tous les opérateurs économiques, de telle manière pour attirer les consommateurs à faire quand même ajuster leur prix. Oui. Donc les citoyens à faible revenu ont besoin d'acheter comme tout le monde. Absolument. Ils ont leur famille, donc je lance cet appel de telle manière à ce qu'ils baissent un peu le prix ou bien ils ajustent un peu le prix. Et donc les retombées vont revenir à l'entreprise une fois. Et puis l'association des consommateurs devrait aussi suivre de près, parce que moi personnellement j'ai un exemple à citer. Oui. Une marque de biscuiterie, une biscuiterie donc, qui a sorti un produit qui a très bien marché, donc qui a commencé, qui avait un prix qui était à 90 dinars le paquet de biscuits au départ. Au départ, oui. En moins d'un mois, une hausse de 20 dinars, donc c'est devenu 100 dinars. Et hier, pas plus tard qu'hier, je le retrouve à 120. Alors que normalement il doit baisser. En l'espace de 2 mois quand même. Mais normalement, il doit baisser les prix. Oui. À 80 dinars. Si son produit marche très bien. Maintenir au moins une année, mais au moins une année. Pas en 2 mois. Exactement. 3 prix en 2 mois. Donc il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. Voilà, il y a un petit. Est-ce que j'arrive pas à comprendre, si vous permettez? Comment se fait-il? À 80 dinars, normalement, il y a une très bonne rotation. Son produit marche très bien. Normalement, 1 mois ou 2 mois après, il doit baisser encore les prix, puisqu'il a gagné. Ou alors augmenter la production et sans toucher au prix. Non, il va augmenter la production s'il baisse les prix. C'est ça. Vous voyez un peu? Oui. Si les prix baissent, automatiquement, les gens ils vont acheter davantage. S'il avant acheter un seul paquet, il va acheter 2, 3. Tout à fait. En baissant les prix. Mais là, donc il y a un problème de marketing à ma connaissance. Hein. Il y a un problème de marketing dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a justement une occasion justement pendant ce salon de débattre autour de ces questions du marketing? Y a-t-il des rencontres qui sont prévues? Voilà. Donc durant le salon, il y a des conférences. Il y a une conférence et on a fait appel aux spécialistes, bien sûr, pour débattre sur ces sujets justement. Le marketing, comment développer la production nationale, comment le réduire, baisser le prix, etc., etc. Donc il y aura des conférences et voilà. Très bien, donc il y aura quand même des dialogues qui vont peut-être permettre aux opérateurs, aux différents opérateurs économiques de ces régions. Et on peut lancer un appel à tous les walis, d'adhérer. Bien sûr, voilà, à travers ce plateau. Voilà, bien sûr. Voilà, donc il y en a 5 en tout cas qui ont répondu présent. Voilà, donc on lance un appel à tous les walis du territoire national à adhérer à cette opération que je trouve très géniale, qui a été conçue par M. Amrani, et de telle manière à faciliter un peu cette opération.
Merci beaucoup, Monsieur Ben Yagoub Belhadi. Donc, vous êtes représentant de la Confédération algérienne du patronat, donc voilà, qu'on connaît plus sous l'appellation la CAP. Et puis, merci également à Monsieur Amrani, donc Omar Amrani, qui est organisateur de Metouj Bladi, co-organisateur, parce que vous êtes un collectif. Vous êtes un collectif, donc à travers vous, en tout cas, on salue ce collectif dynamique et innovant qui va permettre à la production nationale d'avoir sa visibilité dans les 48 wilayas prochainement. Merci encore à vous et bon vent pour la caravane. Et on vous remercie infiniment de cette invitation. Et je salue à travers ce plateau toute l'équipe de la chaîne Canal Algérie qui nous a très bien reçus. Et c'était très chaleureux. Tout le plaisir a été pour nous en tout cas. On est honoré de vous recevoir et on suivra justement le déroulement de la caravane prochainement à travers peut-être des reportages. Je corrige une seule chose, c'est le docteur Yagoub. Yagoub, moi j'avais corrigé, c'est votre ami qui l'a encore. C'est lui qu'il faut. C'est lui qui a comblé la faute parce que moi j'avais corrigé au départ et après je me suis dit bon, on va pas être plus royaliste que le roi. S'il dit Ben Yagoub, ça veut dire c'est Yagoub Belhadi. Voilà. Merci docteur. C'est très gentil à vous. Merci pour l'invitation. Je vous souhaite bon vent pour Belabès, donc du 10 au 20. Voilà. La caravane donc s'arrêtera. Donc la première escale, ce sera Sidi Belabès. J'espère que vous allez venir. Du 10 au 20. Nous honorons votre présence. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Mais prise en charge totale. Non, mais c'est pas une histoire de prise en charge, c'est un peu loin quand même. Mais bon, vous aurez les Belabésiens autour de vous. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Mesdames, messieurs, donc on continue notre petit bonhomme de chemin dans cette matinale. Dernière ligne droite avec la rubrique environnement de Hamid Belkacem. Mais avant, voici un reportage réalisé par Mustafa Boufallah qui, vous avez remarqué, est absent aujourd'hui. Faute au trafic routier aujourd'hui, donc ainsi qu'à son invité, donc que j'avais annoncé au sommaire, donc la présidente de la Fédération nationale des associations des handicapés ne sera pas parmi nous ce matin. Mais en revanche, Hamid Belkacem est tout prêt pour vous parler justement de l'incidence de la pollution sur les maladies respiratoires. A tout de suite. C'est un établissement qui est sous un établissement public à caractère administratif qui est sous la tutelle de la wilaya d'Alger. Il accueille une certaine catégorie d'enfants qui ont le trouble autiste. Voilà. L'inauguration de cet établissement est le 22 janvier 2017 par Madame la ministre et Monsieur Louali d'Alger. Nous avons la capacité d'accueil, elle est de 140, qui est répartie sur 22 classes et chaque classe prend entre 5 à 7 maximum enfants qui seront pris en charge par des spécialistes, des professionnels, des orthophonistes, des pédagogues. Il y a aussi le médecin qui met à notre disposition, un médecin. Nous avons aussi une salle de psychomotricité, nous avons une salle de sport, une salle de musique, une salle de dessin. Nous avons aussi la demi-pension pour les enfants qui sont accompagnés par l'utilisant. L'effectif réel maintenant et définitif, il y a 140 enfants. Nous avons atteint la capacité selon le nombre de classes qui se trouvent dans l'établissement. Il y a des parents qui viennent, on les inscrit, on les met dans des listes d'attente. En même temps, on transmet, c'est-à-dire chaque jour, il y a des gens qui s'approchent de l'établissement pour s'inscrire leurs enfants. Hélas, on ne pourra pas faire dépasser le nombre pour qu'il y ait une prise en charge tout au moins correcte et professionnelle. Comme vous le savez, ce type d'enfant nécessite une bonne prise en charge en matière c'est-à-dire de stabilité, en matière d'autonomie. En phase d'observation, les enfants, après avoir été observés et bilantés, tout ça, nous avons établi un programme pour chaque enfant, parce que chaque cas est un cas. C'est des enfants autistes, donc c'est des enfants qui sont très lourds.
Le programme global, c'est leur faire connaître l'environnement social dans lequel ils vivent. On a un très grand rôle parce que l'enfant autiste, il a un sérieux problème de communication. Donc on a un travail autour de la communication verbale et non verbale. On essaie de donner à l'enfant des moyens pour pouvoir communiquer avec autrui. Les difficultés, c'est on a des enfants qui viennent chez nous déjà à l'âge tardif. Donc ils connaissent parce qu'il y a eu un conditionnement. Donc c'est très très difficile d'enlever avec le conditionnement et d'essayer de donner à l'enfant l'appétit pour pouvoir parler avec d'autres personnes. C'était là un reportage signé Mustafa Boufellah et nous espérons que pareille initiative se multiplie un petit peu partout à travers le territoire. J'avais annoncé tout à l'heure l'arrivée de Hamid Belkacem pour la rubrique environnement. Bonjour Hamid. Bonjour Adia, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Ça va? Oui. Aujourd'hui, on va un petit peu sur le sillage de ce qu'on avait déjà entamé la semaine dernière. On avait parlé de pollution atmosphérique. On va continuer un petit peu de parler de pollution, mais autrement. Autrement, tout simplement parce que c'est la journée mondiale des personnes en situation de handicap. Tout à fait. Et l'un des handicaps, j'allais dire majeurs, qui indispose beaucoup, des milliers de gens, c'est la pollution atmosphérique. Comment? En provoquant des maladies, mais pas que, des indispositions en matière de respiration. C'est ce qu'on appelle les IRA pour insuffisance respiratoire aiguë. D'où viennent ces maladies? IRA, justement. Entre autres, il y a la pollution industrielle, mais lorsqu'on est en ville, c'est beaucoup plus la pollution par les gaz d'échappement automobile. Les villes sont configurées de telle sorte à ce que les boulevards et tout sont fortement encombrés. Donc vous avez des dizaines de milliers de voitures qui sont bloquées par la circulation, par les fameux bouchons. Et localement, à chaque arrêt, ils produisent des gaz d'échappement. Malheureusement, les normes environnementales aujourd'hui en Algérie font que c'est pratiquement des véhicules de très bas de gamme en termes de moteur. Les carburants sont fortement subventionnés, donc on ne fait pas, on fait pas attention à la consommation. C'est-à-dire que ce ne sont pas tous les usagers qui vont aller vers de l'essence sans plomb, par exemple. Ils vont prendre de l'essence simple. Ou du diesel. Et à partir du moment où les carburants sont fortement subventionnés, on peut donner un exemple très simple. C'est vrai que les gens, de temps en temps, rouspètent parce qu'il y a de petites augmentations. Vous savez, quand le diesel, qui est le carburant dominant en Algérie pour les véhicules particuliers, lorsque le diesel est importé, il revient à 125 dinars et il est cédé à seulement 32 dinars, ça reste un carburant qui est largement gaspillé. Et lorsque les gens tournent en rang, parfois pour trouver une place de stationnement ou pour faire des courses, on prend juste le véhicule pour faire parfois moins de 3 km, alors que la marche à pied. Mais lorsqu'on décide de marcher à pied, on ressent les contre-coups de ce fameux diesel et on se rend compte que nos villes sont fortement polluées par les gaz d'échappement automobile. Et c'est le cycle infernal. Elles deviennent moins attractives pour les piétons et les gens qui sont tout le temps dans la rue. Je pense particulièrement aux écoliers qui font parfois les doubles vacations. Donc il y a l'aller à 2 reprises et le retour à 2 reprises. Ça fait 4 rotations. Les 4 rotations, là aussi, provoquent des maladies comme le saturnisme, qui est une intoxication par le plomb contenu dans les gaz d'échappement automobile, et s'il y a des atteintes au niveau du cerveau. Le saturnisme, c'est quoi? C'est de l'incompréhension. Les élèves n'arrivent pas à assimiler tous les cours qui sont prodigués au niveau des... C'est-à-dire que ça atteint carrément les facultés cognitives de l'enfant, c'est bien ça? Oui, c'est ça le saturnisme. C'est qu'il y a des retards scolaires qui sont provoqués par les gaz d'échappement automobile. Alors, on est... j'allais dire passif, on ne fait pas ce qu'il faut. S'il est vrai qu'il y a au jour d'aujourd'hui des programmes pour faire la promotion de carburants propres, et je pense particulièrement à CRS, ça reste quand même assez timide. Il y a des programmes qui sont développés notamment par l'APRU, qui est l'Agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie, où le CRS, le kit est
aidé, subventionné à hauteur de 50%, mais il y a aussi des retards énormes à rattraper, notamment pour les transports en commun. On incite les gens à utiliser les transports en commun, les bus, les autobus. Il y a des transports qui sont beaucoup plus propres, notamment le tramway et le métro, mais qui ne desservent pas toutes les destinations. Oui, et donc, vrai. les gens se rabattent sur les bus, les autobus, les autocars, mais qui fonctionnent aussi au diesel. Or, nous avons en Algérie, outre CRS, nous avons le GNC, qui est le gaz naturel carburant. En fait, c'est le même gaz que tout le monde utilise chez soi. C'est du gaz naturel, c'est du gaz de ville qui est comprimé, installé dans un réservoir et qui peut faire fonctionner un véhicule particulier, un autobus, un autocar ou un camion de Netcom. Donc, si le GNC venait à être généralisé, il permettrait d'avoir un air de meilleure qualité. Est-ce que c'est ce carburant qui a été utilisé par l'Etusa lors de cette campagne écologique lancée par l'entreprise? Exact, mais l'Etusa, pour le moment, n'a que 5 bus qui roulent propres, qui roulent au gaz naturel carburant, le GNC. C'est très peu, hein, c'est même pas 1% de son parc. De son parc, oui, tout à fait. L'Etusa a un plan de développement, mais on est, je ne sais pas, réticent, timide. Il faut qu'il y ait de l'accompagnement de l'État. C'est le cas. Il y a, je pense, 10 millions de dinars par conversion de bus. Donc, une entreprise publique ou privée qui souhaite aller vers le GNC dispose d'un pécule d'1 milliard de centimes quand même, c'est pas négligeable. C'est une somme importante. Hein, oui. Je ne sais pas, c'est des problèmes de tradition. C'est aussi le fait qu'il n'y ait pas contrairement à d'autres pays, des incitations, j'allais dire, négatives. Tant que le carburant est à très bon marché, la facilité fait que nous utilisons des carburants qui sont fortement polluants. Mais quels sont les sujets les plus vulnérables face à ce fléau justement de la pollution? C'est les sujets, j'allais dire, madame et monsieur tout le monde. Hein. Vous savez, quand on va sur ces types de polluants, les personnes quand même de petite taille ah oui, les enfants. Les enfants sont les plus exposés. Pourquoi? Parce que, j'allais dire, pour reprendre l'expression, ils ne sont pas plus hauts que 3 pommes. Oui. Et donc, quand ils sont petits, ils sont au même niveau. Ils sont à hauteur, justement, du véhicule. Ils sont à hauteur des gaz d'échappement. Donc, ils respirent, et c'est le cas de le dire, à plein pot. Ils respirent à plein pot d'échappement. Et donc, leur organisme est fortement saturé. Les particules fines, on l'a vu la semaine dernière, c'est quand même 1 millième de millimètre. C'est 1 millième de millimètre. Et donc, ça atteint toutes les parties de l'organisme humain, ça atteint le cœur, ça atteint le cerveau et ça reste. Il n'y a aucun moyen d'expulser ces particules fines. Et donc, il y a une concentration, et la concentration s'aggrave et augmente avec l'exposition. Lorsque l'exposition est permanente, lorsque vous avez un enfant de 8 ans, de 10 ans, qui fait le trajet à pied de chez lui à l'école, qui peut être à 300 mètres, hein, il fait le trajet, il fait 4 fois 300 mètres, 4 fois exposé, il récupère, son organisme capitalise négativement ces particules fines, et bonjour les dégâts, et sur la santé, et sur sa compréhension, parce que cette forme de pollution entraîne le saturnisme qui est un retard scolaire. Entraver sa santé. En tout cas, Amel Almi, qui, elle, s'intéresse de très près aux plantes, qui aime beaucoup les plantes, vous disiez à l'instant, Hamid, qu'il n'y a qu'à voir, il n'y a qu'à observer justement les dépôts justement de cette poussière sur les plantes avoisinant les routes. Vous avez une couche qui les plantes, contrairement aux meubles à la maison, qui ne sont pas essuyés tout le temps, mais il faudrait attendre les pluies pour encore voir. Encore heureux qu'il y ait, voilà, on est en pleine saison de pluie. De pluie, il y a le lessivage naturel. Les plantes sont arrosées de manière artificielle par des organismes dans les grandes villes, par les services d'hygiène et Edeval à Alger, mais d'autres organismes un petit peu partout. Mais quand il pleut, c'est un arrosage naturel. Mais les enfants, eux, n'ont pas cette capacité. Tout à fait. Il suffit de plein fouet. On termine sur un mot, pardon Hamid de vous interrompre, c'est parce que c'est la fin. D'accord, ça passe vite. Vous qui êtes vraiment à la tête de l'association Récif, justement, qui s'occupe de la Grande Bleue et des grands récifs et de la mer et de ses habitants.
Ouais. Voilà, je dirais, pour résumer. Donc, vous avez un grand événement en attente, là. Ah oui, c'est aujourd'hui et demain, au niveau de l'hôtel Al-Rassi, il va y avoir une rencontre méditerranéenne. En fait, tous les pays de l'ouest de la Méditerranée ont choisi Alger, capitale de la Méditerranée, pour parler d'économie bleue. C'est quoi l'économie bleue, pardon, c'est tous ces opérateurs. Bon, j'allais dire la locomotive, le chef de file, c'est bien la pêche et l'aquaculture, mais pas que, puisqu'il y a autour de la Méditerranée, il y a beaucoup de pays où vous avez du tourisme balnéaire, vous avez du transport maritime, vous avez des loisirs, des sports, des marinas. Et tous ces plans doivent être cohérents. C'est pour ça que de manière régulière, c'est le cas aujourd'hui et demain à Alger, ce sera le cas, où les pays se concertent pour échanger des expériences et avoir surtout des plans de développement cohérents. Et c'est en marge de la COP24 l'événement très très attendu mondial. Merci beaucoup Hamid. Donc on attend avec impatience la rubrique lundi prochain donc pour en savoir plus sur les dangers qui planent autour de notre environnement. Merci infiniment. Merci à vous. Et merci également à ceux qui nous ont suivis ce matin. Je vous donne rendez-vous demain à 8h. D'ici là, passez une excellente journée. Au revoir.